il y a plusieurs techniques de trembleur. Quelle est la technique que tu utilises le plus souvent? Alors, moi je me suis vraiment spécialisé du fait de la minutie de mes pièces. J'utilise maintenant le principe du tournage avec un tour arbre creux. Ça sous-entend qu'en fait, toute la tête ici doit être percée à un diamètre assez conséquent pour pouvoir engager une barre de bois. Cette barre de bois, qui est au préalable usinée, correspondra au diamètre final du trembleur. Donc ça consiste à utiliser un mandrin en morlon comme là, et ensuite on va engager à l'intérieur la pièce de bois. Et je vais venir travailler en laissant uniquement dépasser le morceau de bois de quelques centimètres. Ce qui évite que ça casse. Déjà, ça va éviter que ça casse, et puis en plus, on va pouvoir gérer plus facilement notre motif ici. Voilà. Donc ici, la machine est prête à profiler. C'est moi qui vais donner la forme maintenant, et je vais profiler un motif en tête, et ça sera le bout, le sommet de mon trembleur. J'imagine que ça évite que la pièce casse. Alors au départ... c'est beaucoup mieux si c'est tenu de bout en bout. Oui, mais en fait, le trembleur, on peut le travailler aussi sur toute la longueur, mais ça va obliger aussi de mettre tout un tas d'artifices. Si je suis avec un diamètre de bois plus important et que je ne travaille pas avec la technique du tour arbre creux, il va falloir que je mette tout un tas de lunettes pour me tenir mon morceau de bois. Mais je travaillerai toujours depuis la tête, c'est le même principe, on travaille depuis le sommet et on va vers le bas. Et on va vers le bas, d'accord. Ça c'est sûr. Et ton matériel a évolué bien sûr en fonction de ton travail. À mesure que tu inventes de nouvelles façons de travailler les pièces, tu changes de matériel, tu inventes du matériel. Alors dans un premier temps, je n'invente pas, je modifie quoi. C'est-à-dire que je vais usiner l'intérieur de mon arbre ici à un diamètre plus conséquent pour aller sur des sections beaucoup plus importantes pour pouvoir faire des trembleurs plus longs, hein, puisque la proportion longueur-diamètre est toujours un peu en relation, quoi. Voilà. Donc aussi bien sur cette machine que sur celle d'à côté, on a les arbres qui ont été repercés. Voilà. Ça c'est la première des modifications. Après dans les modifications, j'en utilise par exemple dans le cadre du porte-outils. Je suis avec des porte-outils plats. On abandonne le porte-outils d'origine sur le tour qui est en forme d'éventail. Et on va passer avec des porte-outils plats parce que j'utilise beaucoup d'outils à semelle plate que je construis. Moi. Voilà. Oui, et pourquoi disons que l'avantage c'est que là je me concentre uniquement que sur l'endroit de la coupe et non plus la position de l'outil. Quand on est avec un porte-outils en éventail d'origine, il y a... On va prendre celui-là par exemple. Porte-outils d'origine, il est en forme d'éventail et on va avoir les outils qui vont plus ou moins basculer, et avec une pièce qui va être très délicate, très fine à tourner, le basculement tout de suite, ça peut être fatal. C'est la cassure à tous les coups. Donc dans un premier temps on abandonne ce système là et on met un porte-outils de ce genre là. Bon, oui. C'est peut-être pas la panacée, mais déjà ça va gommer des problématiques de cassure éventuelle. Oui. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un système, par exemple ici, je l'ai sur la contrepointe, c'est un système avec des fils qui vont venir au fur et à mesure que je vais travailler mon trembleur, il va falloir le maintenir parce qu'il va commencer à gigoter dans tous les sens. Alors, bon, j'ai fait sur le principe du cône morse. Ici, on a un emboîtement dans notre poupée mobile et je vais venir faire un tressage, en fait, tout autour de ma pièce qui va se trouver, en fait, ici, au milieu, coincé au milieu de notre pièce, de notre tressage. D'accord. Et là, le diamètre, en fait, de mes clous, il est proportionnel au diamètre de mon fil de trembleur. Si on met des grosses vis ici ou de la pointe à charpente, ça n'ira pas, comme j'ai déjà vu à plusieurs reprises. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en fait, pointe fine
Ça, c'est de la pointe qui doit faire 1,2, un truc comme ça. Ça sous-entend que voilà, je vais tourner avec un vide ici. Il y aura un carré interne de 1,2 de côté. D'accord. Et quelles autres modifications tu as faites alors? Alors, bon, sur le tour, là, il y a bien sûr un troisième banc qui a été construit à l'arrière. Parce que quand je travaille avec des systèmes de désaxage, des mandrins de décentrage avec des lunettes à décentrer, etc., il y a tellement de matériel sur le banc de tour que j'étais vraiment bloqué parce qu'il me faut du matériel de métrologie avec des comparateurs. J'ai aussi le faisceau laser qui me permet de retrouver mes points d'axe initiaux. Bon, tout ça, ça occupe énormément de place et c'est au détriment de l'essentiel, c'est-à-dire que quand vous avez tous ces artifices-là, je ne peux plus travailler normalement avec mon porte-outils ou ma poupée mobile à déplacer, etc. Donc je suis obligé d'avoir ce système arrière. Alors j'ai tout monté sur plot, donc c'est des plots magnétiques, un peu comme l'ampoule là. Donc en fait, on démagnétise ou pas. Et à partir de là, je positionne aussi bien l'éclairage. Là vous avez l'éclairage. Donc je peux venir éclairer pile à l'axe. J'ai pareil la même chose pour les plots magnétiques de métrologie, avec les comparateurs au centième, qui me permettent d'avoir exactement les relevés de cotation. Ça c'est pour toute la partie métrologie. Et en même temps, ça me permet aussi d'avoir un support arrière quand je vais utiliser ma fraiseuse ou mon moteur de fraisage. Alors le moteur de fraisage, c'est un ensemble qui est mobile, on peut le voir ici. Je vais pouvoir le basculer aussi bien par l'avant que par l'arrière. Donc par l'arrière, on avait un porte-à-faux important et l'avantage du troisième banc ici, c'est que ça va m'équilibrer entièrement toute ma mécanique. Donc moi je l'ai monté sur un porte-outil ici qui est fait maison. Donc on a un système donc blocage avec un écrou papillon. Ici j'ai une rotation à 360 degrés. Et en même temps, j'ai bidouillé quelque chose ici pour avoir une avance et retour très précis avec une vis micrométrique. Voilà. Donc là-dessus, j'ai un mandrin de défonceuse, puisque ça c'est une défonceuse que j'ai complètement déshabillée et transformée. Et j'ai adapté un système de micro-mandrins pour pouvoir monter des petites mèches de 1/10 à 1,5 mm. Et donc, c'est en fait un double mandrin, quoi. Voilà. Donc, et ces mèches, tu les trouves où? J'imagine c'est pas chez Brico Dépôt? Non, ces mèches-là, elles sont au départ conçues pour intervenir sur les circuits micro-imprimés informatiques. Donc, c'est pour faire des micro-perçages. Donc, moi, j'ai transformé l'outillage qui était prévu pour ce genre de choses et je l'ai adapté ici sur mes machines. Alors j'ai les mêmes styles de mandrin pour monter aussi les fraises de dentiste et de prothésiste. Donc les diamètres, les collets diamètres de ces outils de prothésiste et de dentiste sont encore différents. Hein, ça va être, c'est en pouces, quelque chose comme 0,8, etc. Et donc il va falloir à nouveau réusiner les micro-mandrins qui viennent dans le mandrin de la machine pour pouvoir adapter tous ces outils-là. Alors pour pouvoir faire ça, il faut évidemment en plus modifier la tête, ça sous-entend qu'il va falloir mettre une rallonge d'arbre pour éviter que ça vienne taper là. Et on va travailler là frontalement. C'est encore une autre technique. Et en travaillant frontalement, il va falloir travailler avec des outils encore plus, un peu plus pointus. Donc pour ça que je suis arrivé à travailler avec ce que j'appelle moi la couleuvre de Montpellier. Parce qu'à un moment donné, il va falloir aller chercher de la matière très loin et ça tourne en désaxé. Donc on n'est plus sur un plan vertical, mais on va être sur un plan biaise. Pour aller chercher de la matière là-dedans, c'est un peu dangereux. Donc il vaut mieux avoir un outil assez long. Donc il est calé et il reprend la forme ici de mon corps. Là, positionnement de la main, semelle plate, il est toujours sur mon porte-outil plat. Et je vais pouvoir aller travailler mais pile à l'endroit là. Il te faut une longue vue là pour aller travailler. Non, là, si tu fais une étoile à l'intérieur d'une boule de 10 mm avec ta couleuvre de Montpellier. Oui, bon, mais l'outil il est très acéré, il va bien pour ça, il est calé, il est prévu pour ça. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il faut éviter de travailler avec les néons, là, parce que ça va faire effet stroboscopique.
et je travaille à la frontale dans le noir complet. Comme ça, on arrive à avoir un axe pile à l'endroit éclairé. Voilà, c'est assez très très délicat de faire ce genre de travail. Voilà. Et alors, j'imagine que tous ces outils que tu fabriques, c'est parce que tu as ta petite idée derrière la tête, une espèce d'idéal du trembleur qui tremblote à l'arrière de ton crâne. Non, disons que c'est le motif. Moi, je dessine les motifs tout le temps. C'est le motif qui va ensuite imposer l'outillage et la machine, toute la machinerie derrière. Voilà, c'est pas du jour au lendemain que tu dis je vais faire des outils et on va voir ce que ça va donner. Non. Moi, c'est le motif qui va ensuite imposer, si on veut bien, toute la technique environnante, quoi, de machinerie, d'équipement. Voilà. Et ces motifs, ils te viennent d'où, comment Ben ça, c'est à force d'en faire. Hein. Au début, on part sur des trucs basiques, hein, enfin des formes basiques. Et puis, d'une erreur, des fois, ben, on rebondit et puis on trouve une autre solution, une autre forme. On dit, tiens, ça c'est pas mal, on va l'exploiter. Et c'est comme ça que ça vient. Hein. Oui, Voilà. raconte. C'est pas du jour au lendemain quoi, que l'on arrive à... Alors par exemple, moi, là où je fais des calices maintenant, ou des coupes évasées, vachement travaillées à l'intérieur, c'est qu'un jour, j'ai une boule qui a mal tourné et j'ai décapité à l'équateur la sphère. Quoi. Donc il y a une partie coquille qui a foutu le camp, et il m'est resté quelque chose un peu évasé comme ça, travaillé à l'intérieur, où je me dis finalement ça c'est pas trop mal, tiens. On va pouvoir le transformer. Je l'ai transformé en coupe. Et maintenant je le provoque en bout. Donc c'est des pièces qui sont travaillées directement ici, d'entrée. premiumbeat.com. Alors ça, c'est une autre machine que tu as inventée. Bon, je ne suis pas vraiment inventé parce que je suis parti d'un tour basique. Et puis celui-là, tout de suite, je l'ai transformé pour faire du trembleur. Donc il est vraiment usiné de A à Z pour pouvoir faire du trembleur. Quoi. Voilà. Donc même l'établi, en fait, il a un système d'allonge qui va me permettre de travailler sur des pièces relativement longues, puisque un petit tour comme ça, évidemment, ça limite le champ d'action. Ça ne permet que de faire des trembleurs de 30 cm de long. Alors avec le système que je me suis fait d'extension, c'est des lunettes ici attaquées, et j'ai la même chose qui vient à l'autre bout avec des lunettes à fil. Je peux tourner des trembleurs de plus d'1 mètre sans aucun souci. Alors les modifications de structure, déjà consistent à percer l'arbre, puisque l'arbre au départ il est percé mais il doit faire 6 mm, et là je l'ai percé à 16 mm. Donc il faut rester prudent parce qu'à un moment donné, on va affaiblir les points au niveau des paliers. Donc ici, il va falloir contrôler les diamètres intérieurs au palmaire déjà, et puis évaluer quelle est la taille du perçage que l'on peut faire sans mettre à mal la solidité de l'arbre. Bon, ça c'est la première des choses. Donc le perçage est relativement simple, il suffit de mettre un système porte-mèche ici, un mandrin, et on va tranquillement percer et traverser avec une mèche suffisamment longue. Alors bien sûr, quand on est avec du 6 au départ, il ne faut pas tout de suite passer avec du 16. Donc on va progressivement augmenter le diamètre pour éviter de partir en faux rond et d'avoir un débouchage ici par exemple de notre mèche. Ça serait foutu et l'arbre, et puis la machine, après la garantie, il n'y en aurait plus. Hein. De toute façon déjà là, il est plus sous garantie. Donc cette machine là, je m'en sers maintenant pour toutes mes démonstrations en France et à l'étranger. Voilà, donc elle me permet de faire pratiquement tout ce que je fais avec le gros. Donc bien sûr j'ai adapté tout un tas de choses. Ici j'ai abandonné le mandrin spécifique qui était des mandrins normalement dévolus au tour à bois. Et là je suis avec des mandrins de type machine à commande numérique, des défonceuses à commande numérique. L'avantage c'est qu'on a un serrage à pince qui va être sur 8 à 16 broches. Donc serrage parfait. Là-bas, on serre un semblant sur 4 broches. Ah oui. Voilà, donc, ici, je travaille avec des pièces qui vont être calibrées en diamètre. C'est-à-dire que mes morceaux de bois, déjà, ils sont usinés, un peu comme un tourillon. Hein, ils sont usinés, et puis usinés avec le moins possible d'erreurs et de différences de cotation. Si je démarre, par exemple, ici, je dois les avoir notés en général dessus, à 12,33, 12 mm,33 centièmes, eh ben, je vais essayer de conserver cette cote tout le long.
Et mon mandrin à pince ici, chaque fois que je vais desserrer, je ne perds pas du tout les axes. Et le morceau de bois va pouvoir colisser en continuité. Parce que bon, dès l'instant où on va désaxer, décentrer, eh ben, évidemment on perd un peu dans le fil du bois. Et puis tu risques de casser aussi. Oui, bien sûr, il y a le risque de casser. Et ce disque percé, là, ça sert à quoi? Alors, le disque là, c'est en fait un indexeur. Le tour à bois d'origine, sur ce modèle-là, il est indexé à 24 positions. C'est-à-dire que je peux, en mettant un index, enfin le doigt ici, venir chercher le point, et je vais avoir 24 positions. Bon, Ah, oui. très vite, ça m'allait bien au départ, mais maintenant, non. Alors, j'en suis venu à installer ici un plateau, et là, j'ai le même principe, mais ici, j'ai des positions multiples, c'est-à-dire que j'ai 180 positions, 72, 90, 60, 24, et ensuite, je passe avec des chiffres impairs. Et ces 5, positions, 7. elles te servent à quoi? Alors ces positions elles vont me servir pour intervenir par exemple avec ma fraiseuse, comme on a vu tout Ah à oui, l'heure. d'accord. Donc l'avantage d'intervenir avec la fraiseuse, c'est-à-dire que si je veux faire des facettes par exemple avec un nombre impair, si je veux faire un polyèdre qui aura 7 faces, je vais pouvoir en mettre une mèche là-bas pour surfacer sur ma machine, et je vais venir ici, positionner mon disque sur les 7, et je vais usiner. Première face, je tourne, je vais chercher la suivante, j'usine, et là j'ai ma répartition impeccable qui va être faite. Voilà. D'accord. Donc l'avantage de ce plateau indexé, c'est qu'il permet un panel très très large d'utilisation en chiffres pairs et impairs, en face pair et impair. Et comment tu pourrais caractériser l'évolution de ton travail depuis 2013, qu'est-ce qui a constitué les principales avancées dans ton travail? Et les principaux changements, c'est-à-dire que tu as peut-être changé d'esthétique aussi au fur et à mesure. Alors, il y a effectivement l'esthétique de mes pièces a changé parce que, en étant parti dans la finesse et la dentelle de bois, très vite, dans les tubes, comme je l'ai présenté, ils se sont avérés un peu dépassés. Ils étaient tellement fins qu'à travers le verre, on ne le voyait pas. En fait, c'est ça. Il y avait un reflet trop important de verre et on ne voyait pas la finesse du travail. C'est-à-dire que tu présentais tes trembleurs dans des sortes d'éprouvettes voilà. en verre. En position verticale. En position verticale, oui. Et maintenant, j'ai commencé à présenter sur plaquettes bois et je travaille par contraste. C'est-à-dire que je mets du bois foncé ou de la teinte derrière très foncée pour mettre en avant le bois très clair qui va être le trembleur. Et, ou l'inverse maintenant, puisque je suis avec des bois foncés. Pour le pistachier Terevent par exemple, quand il est très noir, ben, je vais mettre un fond très clair à l'arrière. Donc voilà, et là, l'avantage de ce système-là, c'est que je le présente maintenant sous forme de tableau. C'est quand même beaucoup plus parlant et, en exposition, par exemple, que des pièces toutes verticales rangées côte à côte. Voilà. Donc c'est une démarche, j'ai un peu présenté le trembleur totalement différent, quoi, et c'est un peu une innovation de ce côté-là. Voilà. Donc on pourrait dire que ton travail tend à une précision, à une finesse de plus en plus grande. Oui, déjà par les accessoires que je monte sur mes machines, qui me permettent d'aller toujours plus loin, de tout l'outillage qui est arrivé ici, parce qu'au départ, quand j'ai démarré, j'avais un seul tour, et maintenant, il y en a 4-5 là-dedans. Bon, voilà. J'ai un tour d'horloger, j'ai un tour de micro-mécanicien, bon, un tour en métaux, et après des tours à bois, un tour dévolu au trembleur. Et tout ça fait qu'en fait, je suis plus du tout bloqué par la technique maintenant. J'arrive, dès l'instant où j'ai une pièce, j'ai un motif que j'ai créé, je sais à peu près quels vont être les avantages sur telle et telle machine qui vont me permettre telle et telle opération pour mener à bien mon projet. Voilà. Et quel est ton prochain challenge? Alors là, j'ai jamais encore trop arrêté, mais bon, les idées fusent et le temps manque pour réaliser ces engins-là. Mais bon, j'en ai un qui est en cours de fabrication et qui sera encore plus poussé
techniquement que ce que j'utilise jusqu'à présent. Voilà. Oui, plus poussé, c'est-à-dire plus fin ou plus désaxé? Ben, disons que c'est plutôt que d'acheter une base, moi je me suis construit de A à Z la machine. Voilà. Ouais. Donc comme ça déjà, je sais comment la construire puisque je la fais en fonction de mes besoins tout de suite. Voilà. Donc ça, plus l'autre outillage que j'ai à disposition. Et puis j'arrive maintenant à pouvoir à peu près régler et faire tous les trembleurs que je voyais sur les images anciennes là, de l'époque du 17e ou 18e, que je me demandais comment ils étaient arrivés à le faire ça. Et ben bon, petit à petit, il faut un peu tout réinventer, quoi. Voilà. Mais tu n'es pas tellement dans la décoration, tu es plus dans la prouesse technique que dans la Oh, décoration. mais enfin, j'essaye de tendre vers la déco aussi. Oui. Ouais, parce que les gens, avant tout, ils achètent une pièce technique, mais aussi décorative. Mais aussi décorative. Donc il faut savoir un peu manier les deux. Et pas faire comme je faisais avec tous les montages là-bas, que du technique. Oui, oui. Parce que les gens, ils vont aimer, mais pas forcément si c'est trop chargé, trop lourd, trop technique. C'est pas ça que les gens recherchent. Oui. Et puis moi aussi, maintenant. Tu cherches la beauté. Je cherche la beauté, l'équilibre des formes, la fluidité des formes, et pas forcément la complexité avec des boules avec des étoiles dans tous les sens, des trucs très compliqués. La fluidité, c'est la première fois que je t'entends prononcer ce mot-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que le trembleur, ça a l'air d'être très rigide, enfin ouais, mais relativement dans rigide. la forme rigide, on peut mettre de la fluidité. Les gouttes d'eau que j'utilise couramment dans les formes, sont la fluidité. Puisque je les étire très très longues, et puis bon, voilà, c'est aussi le geste technique qui fait qu'avec un outil, on arrive à caler une courbe parfaite. Bon, c'est pas du premier coup. Voilà. Alors, donc on parlait tout à l'heure du pistachier lentisque. Là, on a un exemplaire qui est relativement clair, puisqu'il y a des nuances très importantes dans ce bois. On voit ici la veine centrale qui est noire, et puis à côté, il est un peu jaune, voire jaune même, avec des tendances couleur ivoire, quoi. Voilà, donc l'avantage de ce bois-là, c'est qu'il va nous permettre, comme pour le buis, de réaliser des plans de détail et des micro-perçages très très fins que l'on retrouve ici sur cette pièce-là. Après, toujours dans ce même bois, on a la veine beaucoup plus marquée, beaucoup plus noire, dès l'instant où on va vers le cœur. Et là, on retrouve ma signature ici avec les deux fleurs stylisées que l'on retrouve ici, dans cette partie-là. Donc je travaille un peu cette partie comme un anneau prisonnier, mais avant il va être usiné en forme donc de pétales concentriques. Voilà. Donc le profil est très discret parce que le bois est très marqué au niveau du veinage. Quand on a des bois comme le buis, évidemment le motif il est tout de suite mis un peu plus en évidence. Là il faut un peu se pencher pour voir le détail, et on s'aperçoit que là, quand on va regarder ici, on a aussi des formes coniques avec des perçages et des moulurations qui vont vers l'axe du trembleur, que l'on retrouve ici pareil aussi. Voilà. L'avantage de ce bois-là, c'est qu'il permet des fantaisies ici. Par exemple, la sphère de tête, elle est percée comme ça, et j'ai le fil du trembleur qui dépasse et qui suit à l'intérieur. On parlait tout à l'heure du buis, qui est très jaune, qui va nous permettre de faire des pièces aussi très précises au niveau de la découpe. On le retrouve ici dans ce calice. Et l'avantage du buis, c'est qu'on n'a pratiquement pas de bavure. On a une coupe nette, franche, parfaite. Alors que d'autres bois sont peut-être tout aussi bons, mais moins agréables à travailler. Hein, voilà. Donc le buis, il est toujours il fait partie des bois de prédilection. Dans les autres bois, ici, un bois très clair, avec toujours ma signature avec les deux roses fleurs stylisées, c'est le hou. Voilà, le hou, lui, c'est un bois qui est très souple. Hein, il va nous permettre d'aller très très loin dans la longueur des pièces, mais il n'a pas une qualité de finition vraiment parfaite, et on n'a pas des coupes nettes et précises comme on peut avoir dans le buis ou dans le pistachier.
J'ai évoqué une autre variante de pistachier tout à l'heure, une autre variété que l'on trouve ici en pays méditerranéen, c'est le pistachier lentisque. Alors ici on a de la fluidité des formes, on en parlait tout à l'heure. On retrouve donc un bois assez dur, beaucoup plus dur que le pistachier térébinthe, même légèrement abrasif. Et l'effet décoratif orangé avec un peu de veine rappelle un peu le bois de rose. Donc il est aussi, c'est un bois qui est très très agréable à travailler. Et celui-là, là, qui est bicolore? Alors le bicolore là que nous avons ici est aussi un pistachier lentisque et on a une partie foncée qui correspond au cœur de l'arbre et la partie plus claire vers l'aubier. Et on retrouve le motif, alors c'est assez marquant ici, on a du blanc et du noir sur tout l'ensemble, Ouais. et ici pareil aussi. Voilà. Donc pistachier lentisque qui permet de travailler avec des contrastes assez importants. Et tu joues sur les contrastes quand tu travailles? Ben, je joue pas grand chose, c'est quand on débite le bois. Moi je travaille en éclatant les arbres, hein, le bois pour avoir le fil le plus droit possible. Et puis suivant le fil, bon, mais ça tombe où ça tombe. Et des fois j'ai moitié bois foncé, moitié bois clair, et là je l'exploite.